Mesdames, Messieurs, bonjour. Je remercie tous les journalistes présents ce matin parce que vous avez une activité chargée. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour chacune et chacun d'entre vous, pour les médias que vous représentez aussi. Et je souhaite à tous, avant tout, une excellente santé. Je remercie aussi de leur présence les équipes du LEM qui ont organisé cet événement, les administrateurs ici présents, et en particulier le secrétaire du bureau du LEM, Frédéric Collet. Je vous rappelle que mon intervention, qui sera peut-être un petit peu longue parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, sera suivie d'une session de questions-réponses et d'échanges. Et puisque c'est maintenant la période des souhaits, je formule le vœu en tant que président du LEM, mais aussi en tant que médecin, que les patients puissent accéder rapidement en France à l'innovation et au progrès thérapeutique et que notre pays participe activement au développement de cette innovation. Ma première prise de parole en tant que président du LEM a eu lieu à Pharmacité, qui est, vous le savez, l'université des entreprises du médicament sur le thème « Comment allons-nous être soignés en 2030 ?» Nous y avons abordé les grandes ruptures technologiques qui vont transformer en profondeur notre système de santé et qui, surtout, vont offrir aux patients de nouvelles perspectives thérapeutiques. J'y vois tout un symbole d'une présidence du LEM placée sous le signe de l'innovation et du progrès thérapeutique. Cette vague d'innovation sans précédent est déjà à l'œuvre. Prenez l'exemple des antiviraux à action directe dans le traitement des hépatites C, grâce auxquels on prévoit l'élimination en 2025 d'une maladie qui touchait 110 000 personnes en France et qui était à l'origine d'environ 2500 décès par an au début des années 2000. Nous la mesurons également dans la lutte contre le cancer, maladie qui constitue malheureusement encore la première cause de mortalité dans notre pays. Mais bonne nouvelle, l'arsenal thérapeutique des anticancéreux s'est considérablement enrichi avec l'arrivée de l'immunothérapie, de nouvelles générations d'anticorps monoclonaux et maintenant les CAR T-cells qui ouvrent des perspectives insoupçonnées. Demain, l'alliance inédite entre la génétique, l'épigénétique, l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie ou la microfluidique permettra une compréhension de plus en plus fine du mécanisme des maladies et de découvrir de nouvelles pistes pour les traiter. Demain, l'innovation se fera dans des écosystèmes fondés sur le partage de l'information entre patients, chercheurs, cliniciens, mathématiciens, start-up, industriels, avec pour ambition d'accélérer la mise à disposition de nouveaux traitements plus ciblés. Demain, l'innovation sera aussi dans l'organisation des soins, qui ne pourra se faire sans une nouvelle articulation entre la ville et l'hôpital. Ces nouveaux parcours de soins décloisonnés généreront des gains d'efficience et entraîneront une transformation des métiers. Dès aujourd'hui et demain plus encore, l'industrie pharmaceutique sera au cœur de ces transformations, avec plus de 7000 nouveaux médicaments actuellement en cours de développement à l'échelle mondiale. D'ailleurs, l'étude Ipsos que vous connaissez, réalisée pour Pharmacité, le montre bien. Pour 83% des Français, le progrès thérapeutique viendra avant tout des nouveaux médicaments, largement avant l'intelligence artificielle ou les applications de e-santé. Mais ces bouleversements constitueront aussi un défi pour notre système, car ils soulèvent de nombreuses interrogations. Quelles garanties éthiques face à la transformation des modèles de recherche, au progrès de la médecine prédictive ou encore à l'utilisation des données de santé? Comment garantir un accès rapide à l'innovation et pour le plus grand nombre, tout en assurant la soutenabilité économique? Comment transformer notre outil industriel afin de capter la production des produits innovants? Ces défis sont majeurs pour le système de santé comme pour notre industrie. Les attentes des patients sont immenses et nous devons y répondre.
Permettre à notre pays de tenir toute sa place dans cette révolution thérapeutique sans précédent, d'abord parce que celle-ci est porteuse d'espoir pour les patients, mais aussi parce qu'elle constitue un enjeu majeur en termes de rayonnement scientifique, d'investissement, de croissance et d'emploi. C'est ma préoccupation et celle du collectif que je représente. Mais 2018 aura été aussi l'année d'une prise de conscience du décrochage de la France dans plusieurs domaines stratégiques. Tout d'abord, le décrochage dans la recherche clinique. Le recul de la France, malgré l'excellence des centres investigateurs, en particulier en oncologie, prive les patients d'un possible accès précoce aux médicaments innovants. En 2017, la France n'a participé qu'à moins de 12% des études cliniques lancées dans le monde, reculant ainsi à la 4e place européenne, derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Quant au délai d'autorisation, il reste supérieur au délai réglementaire, avec un total de près de 7 mois entre le dépôt d'une demande et l'inclusion du premier patient dans un centre investigateur. Cette détérioration est largement due, comme le LEM le redoutait, aux dispositions législatives qui ont imposé le tirage au sort des comités de protection des personnes, les CPP. Mais aussi retard dans l'accès des patients aux nouveaux médicaments. En France, les délais entre l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché européenne et la publication du taux de remboursement et du prix au journal officiel sont de plus de 500 jours contre 180 jours prévus par la directive européenne. Il place malheureusement désormais la France au 18e rang en Europe. J'ajoute que ces délais sont particulièrement pénalisants et incompréhensibles par les maisons mères de nos entreprises, quand nos voisins allemands ou britanniques affichent des délais avoisinant les 100 jours. Complexité croissante pour les ATU, autorisations temporaires d'utilisation, qui permettent jusqu'à présent un accès précoce pour environ 10% de la population cible éligible au traitement et qui fonctionnent de plus en plus difficilement. En effet, les mécanismes nouveaux de tarification mis en place dans les lois de financement de 2017 et 2019 sont d'une telle complexité qu'on peut craindre qu'ils entraînent à terme leur diminution. Décalage des critères d'évaluation des médicaments. Le système actuel, fondé sur le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu, montre aujourd'hui ses limites. Comme l'avait objectivé depuis 2015 le travail conduit par Dominique Polton. Malgré la clarification récente de la doctrine de la Commission de la transparence de la HAS, les critères utilisés s'avèrent peu adaptés aux innovations actuelles. Le système d'évaluation ne délivre pratiquement plus d'ASMR de niveau 1 ou 2. L'attribution des ASMR 3 est surtout corrélée à la taille de la population cible. Enfin, les ASMR de niveau 4 sont devenus une catégorie fourre-tout où l'on trouve à la fois des innovations incrémentales et des produits présumés innovants, mais dont les données cliniques sont encore insuffisantes. Difficulté d'accès des produits à l'hôpital. L'hôpital, ce lieu d'accueil de l'innovation par définition, n'est pas épargné. En effet, les effets de la réforme de la liste en sus restent particulièrement préoccupants. Les produits d'ASMR 5, mais aussi d'ASMR 4, se voient radiés ou privés d'accès à cette liste. Professionnels de santé et patients se sont émus de cette situation sans qu'aucune solution n'ait été trouvée à ce jour. La première prise de conscience est donc celle de la difficulté croissante que rencontrent les professionnels de santé et les patients en France dans l'accès aux nouveaux médicaments, même si l'on tient compte de l'existence des ATU et de leur extension récente. La seconde prise de conscience est celle de notre décrochage industriel avec une filière de bioproduction qui est encore trop fragmentée et une filière chimique
centrée sur la production des produits matures. Notre industrie, qui était la première en Europe il y a 10 ans, est désormais distancée en Europe par l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Irlande, alors que ces pays, à l'aide de politiques publiques souvent volontaristes, sont parvenus à capter les investissements des industries de santé. La France se singularise sur la période 2010-2015 par une baisse des investissements productifs. 80% de la production française est concentrée sur la fabrication des médicaments d'origine chimique. S'il est important de conserver une position forte dans ce secteur très porteur d'emplois dans les territoires, nous avons stratégiquement intérêt, en parallèle, à développer notre expertise dans la bioproduction. Or, notre filière de bioproduction demeure encore trop limitée. La France compte 15 sites de bioproduction ouverts à des tiers, contre 24 en Allemagne. Mais il faut noter que sur les 22 AMM, autorisations de mise sur le marché délivrées en 2018 pour des médicaments biologiques, un seul seulement est fabriqué en France. La France accuse un retard dans la production des anticorps monoclonaux, mais on peut espérer qu'elle puisse se remettre dans la course des nations innovantes avec la production de thérapies géniques et cellulaires. La France est déjà la référence dans la production des vaccins en Europe. Mon vœu est très clair. Elle doit désormais être présente sur tout le spectre de la bioproduction. Il est impératif de combler ce déficit d'attractivité car l'on constate les effets de ce décrochage industriel tant sur le niveau des exportations et du commerce que de l'emploi. Le médicament, vous le savez, constitue l'un des principaux postes contributeurs à la balance commerciale française, mais l'excédent commercial de 6,8 milliards dégagé en 2007 par le médicament était en baisse de 4%. Je vous rappelle aussi que l'industrie des médicaments est un pourvoyeur d'emplois important dans les territoires français. Or, l'emploi stagne. Nous sommes revenus avec 98 700 emplois en 2017, au niveau de 2002. Alors que nos voisins ont fait la démonstration qu'avec des politiques volontaristes, ils réussissaient à capter la production dans un secteur à haute valeur ajoutée comme l'est la pharmacie. Dans ce contexte, le Conseil stratégique des industries de santé, le CSIS, de juillet dernier, marque une volonté des pouvoirs publics de répondre à ces préoccupations et de stopper ce déclin. Un travail considérable a été réalisé sous l'impulsion du gouvernement pour faire de ce 8e CSIS un véritable tournant dans la relation entre la France et son industrie de santé. Avec une feuille de route partagée et ambitieuse, ce CSIS a affirmé de nouvelles ambitions pour notre pays. Elle portait sur 4 grandes thématiques. Favoriser l'accès à l'innovation en accélérant les délais d'accès au marché. Mobiliser l'outil de recherche français. Tourner l'outil industriel vers les productions innovantes. Et enfin, améliorer la qualité du dialogue entre l'État et notre industrie. Et ces ambitions ont été traduites en mesures concrètes. Pour la première fois, le CSIS avait pour objectif de créer un environnement favorable au développement pérenne de nos entreprises pour que les meilleurs traitements soient disponibles dans les délais les plus courts pour les patients. Je vous propose d'en résumer les principales mesures. L'engagement d'un retour aux 180 jours d'accès au marché avant la fin de la mandature en 2022. Le lancement des travaux sur la réforme de l'évaluation des médicaments qui devait débuter au dernier trimestre 2018 avec un objectif d'aboutir en avril de cette année. L'ouverture des dispositifs des ATU afin de permettre aux extensions d'indication de pouvoir bénéficier de ce régime. Celle-ci a été mise en œuvre dans des conditions que je qualifierais de peu satisfaisantes dans la loi de financement de 2019. Une simplification des règles de régulation des dépenses des médicaments a été opérée, ainsi que la sécurisation d'un plancher de croissance du marché remboursable à 0,5%.
Un renforcement de l'attractivité de la France pour la recherche clinique, cet engagement a été très rapidement mis en œuvre par l'ANSM d'un côté et par le Parlement avec la révision des modalités du tirage au sort de ces CPP. Il faut souligner le développement en cours de l'accès aux données de santé via le Health Data Hub qui donnera à la France l'opportunité d'être une des plateformes mondiales d'excellence dans le domaine de la pharmacoépidémiologie. Enfin, la traduction via le contrat stratégique de filière d'un certain nombre de mesures concernant les domaines prioritaires tels que la bioproduction, la lutte contre l'antibiorésistance, les applications de l'intelligence artificielle, en particulier en oncologie, ainsi que la transformation de ces métiers. Nous étions donc très optimistes au sortir de ce CSIS véritablement transformationnel, y compris dans la méthode, puisqu'il devenait un lieu de pilotage fin et continu des enjeux de politique des produits de santé. À cet effet, la mise en place d'un comité de suivi sous l'égide du Premier ministre, associant 3 hauts fonctionnaires et présidé par un industriel, est particulièrement significatif. Malheureusement, ces ambitions partagées ont été rapidement contredites par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. En effet, le poids de la régulation imposée à notre secteur est incompatible avec la politique d'attractivité affichée lors du CSIS, avec un niveau sans précédent de 980 millions de baisse de prix net, auquel il convient de rajouter le poids des remises et celui de la maîtrise médicalisée. La part de notre secteur atteint 48% de l'effort global d'économie. Le médicament est donc plus que jamais la valeur d'ajustement ou la variable d'ajustement de la politique des maîtrises de dépenses de santé, et les baisses de prix sont devenues un mode de bouclage financier systématique de la régulation. Celles-ci atteignent désormais leurs limites et placent aujourd'hui notre secteur à contre-courant des autres pays d'Europe avec lesquels nous sommes en compétition pour les investissements stratégiques. On ne peut pas multiplier les obstacles dans l'accès, déployer des normes complexes, avoir des positions de négociation de prix des produits innovants, déconnectés parfois de nos grands pays et voisins européens, multiplier les baisses de prix sur les produits matures et dans le même temps prétendre rester un grand pays d'innovation et d'industrie de santé. Je suis convaincu que notre pays devra bientôt faire des choix clairs, les ambitions du CSIS étant contredites par un manque de cohérence des politiques publiques. C'est dans cette actualité très dense que j'ai effectué mes premiers mois à la présidence du LEM, également bien sûr consacré aux rencontres avec nos interlocuteurs clés, les membres du gouvernement, le CEPS, la NSM, la HAS, la CNAM, ainsi que les parlementaires, les conseils de l'ordre, les syndicats professionnels et les associations de patients. J'attache une importance toute particulière à poursuivre un dialogue exigeant avec les parties prenantes, en particulier en ce qui concerne les professionnels de santé et les associations de patients. Ce dialogue a pris en 2018 une dimension nouvelle avec la création par le LEM du Lab Médicaments et Sociétés, composé d'associations de patients, de professionnels de santé, de collaborateurs des entreprises du médicament et du LEM. Le Lab a pour objectif de produire de façon indépendante des recommandations co-construites sur les enjeux liés aux médicaments dans la société. En parallèle, je suis très heureux de vous annoncer que la Fondation des entreprises du médicament va s'engager dans le domaine de l'oncopédiatrie. Cette fondation a été créée par le LEM en 2008 sous l'égide de la Fondation de France et œuvre pour l'accès aux soins et a soutenu 44 associations luttant contre les inégalités sociales de santé en France. Le dialogue exigeant avec nos parties prenantes porte aussi sur une préoccupation récurrente, les ruptures d'approvisionnement.
Nous avons abordé de façon volontariste la problématique des tensions et ruptures d'approvisionnement des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Dans la lignée des recommandations du rapport des sénateurs Decool et Daudigny, nous allons proposer un plan d'action pour réduire le risque de ces ruptures d'approvisionnement, en particulier en ce qui concerne les médicaments les plus sensibles. Ce plan d'action vise à répondre à un sujet particulièrement complexe, car les ruptures ont des causes multiples et concernent tous les acteurs de la chaîne, de la production à la distribution. En ce qui concerne la partie fabrication, les causes les plus importantes sont la croissance du marché mondial, qui parfois dépasse les capacités de production, la fluctuation de certains marchés, des difficultés en production, des difficultés de fourniture des matières premières et les conditions de valorisation économique des produits. Notre réflexion s'oriente actuellement vers plusieurs axes. Une meilleure définition des médicaments pour lesquels des obligations de sécurisation doivent être renforcées. Le maintien en Europe de sites de production de matières premières actives et des médicaments d'intérêt stratégique. La révision de certaines et l'optimisation des mécanismes d'achat à l'hôpital, ainsi que les conditions économiques d'exploitation de ces médicaments, le partage d'informations entre les différents acteurs que je viens de vous citer et l'encadrement de la distribution en cas de tension d'approvisionnement. Enfin, il conviendra de favoriser un pilotage interministériel de ce sujet et un véritable portage européen. La question de la prévention des ruptures d'approvisionnement est un sujet prioritaire pour le LEEM qui relève de la responsabilité de nos entreprises, mais également de l'ensemble des acteurs de la chaîne. L'organisation d'un dialogue entre tous les acteurs s'impose car la réponse à la problématique des ruptures ne peut être que collective. Je crois donc profondément à la vertu du dialogue et de l'engagement auprès de nos parties prenantes. C'est l'un des éléments essentiels à l'amélioration de la confiance dans les entreprises de médicaments. L'Observatoire sociétal du médicament d'Ipsos pour le LEEM le montre clairement. Les Français affichent une confiance dans le médicament qui ne se dément pas, année après année, puisque 83% de nos concitoyens font confiance aux médicaments qu'ils prennent. Notre rôle est incontestablement reconnu, puisque nous sommes jugés utiles par 85% des Français, qui nous estiment pour 78% d'entre eux à la pointe du progrès. Ils nous considèrent, et c'est important, légitimes pour intervenir dans de nombreux domaines de la santé. Cependant, nous savons que nous devons encore progresser et améliorer notre image collective auprès du grand public en ce qui concerne l'éthique et la transparence. Et ceci malgré les avancées considérables qui ont été réalisées par notre secteur dans ces domaines. Avec, par exemple, la signature en 2004 avec le CEPS de la charte de la visite médicale, la création du comité de déontovigilance des entreprises du médicament en 2011, le CODEM, l'instauration et la mise à jour régulière des dispositions déontologiques professionnelles et un fort engagement de nos entreprises et du LEEM dans des programmes RSE. J'ai la conviction que dans le contexte d'innovation que j'ai évoqué, nous devons travailler à combler le fossé que nous constatons entre la confiance que suscitent nos produits et le déficit d'image de nos entreprises auprès du public. Je ferai donc du rétablissement de la réputation de notre secteur l'un des axes forts de ma présidence. Ce ne sera pas le seul, car l'année 2019 s'annonce riche de défis que nous comptons relever. Après une année 2018 où les espoirs nés du CSIS ont été fragilisés par la loi de financement de la sécurité sociale, 2019 se présente en effet comme une année de défis, celle durant laquelle la volonté politique de faire bouger les lignes doit se traduire dans les faits. Le premier défi, vous le connaissez, dépasse notre secteur puisqu'il concerne le déploiement du plan Ma Santé 2022, annoncé par le président de la République et la ministre de la Santé en septembre dernier.
Ce plan est à la fois ambitieux et transformationnel. Il fait une large place à l'innovation au travers du thème de la transformation numérique du système de santé, même si nous avons regretté que l'innovation thérapeutique n'y soit pas explicitement abordée. Le LEM souhaite être force de proposition avec d'autres acteurs de santé, à l'instar du collectif Santé qui avait été créé à l'occasion des élections présidentielles de 2017. Le second défi est celui des échéances très immédiates du premier trimestre. Je pense ici à l'entrée en vigueur le 9 février, dans moins d'un mois, de la directive européenne qui est destinée à lutter contre les médicaments falsifiés et qui prévoit la mise en œuvre d'un dispositif de sérialisation de chaque boîte de médicaments. Les industriels ont fait le nécessaire pour être prêts à la date prévue, au prix d'une adaptation complexe et coûteuse de nos outils de production. Je pense également pour ce premier trimestre à l'échéance prochaine du Brexit. Se déroule aujourd'hui au Royaume-Uni un important débat au Parlement. C'est un enjeu majeur sur le plan réglementaire et douanier, mais aussi à divers titres. Plus de 5000 salariés européens travaillent au Royaume-Uni dans l'industrie pharmaceutique. Le Royaume-Uni, à lui seul, pèse pour 16% des efforts de recherche européens dans notre domaine. Et puis, il est surtout notre 4e partenaire commercial, qu'il s'agisse de l'export, et le 7e pour l'import. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que les produits de santé fassent l'objet d'une attention particulière et une approche spécifique, tels que des accords de reconnaissance mutuelle qui permettraient de limiter les risques de rupture d'approvisionnement. Rendre notre écosystème de recherche clinique plus performant, monitorer attentivement le dispositif des autorisations temporaires d'utilisation qui soulève chez nous de vives inquiétudes quant à son devenir, réduire drastiquement les délais d'accès au marché qui disqualifient aujourd'hui la France en Europe, autant d'enjeux qu'il nous faudra traiter. 2 points focaliseront toute notre attention pendant l'année 2019. La réforme des critères d'évaluation par la Commission de la transparence et la perspective d'une évaluation européenne de l'efficacité clinique des médicaments. Sur la réforme de l'évaluation, nous poursuivons 2 objectifs. Le premier vise à améliorer la lisibilité et la prévisibilité de l'évaluation des médicaments, qui doit se fonder sur un critère unique, la valeur thérapeutique ajoutée, basé sur des éléments simples, objectifs et vérifiables. Je pense aux bénéfices et à la pertinence clinique et à l'impact du traitement pour les patients sur la mortalité, la morbidité, mais aussi impact sur la qualité de vie. Le second objectif sera de pouvoir créer un statut spécifique, une valeur thérapeutique d'innovation conditionnelle pour un certain nombre de produits, souvent très innovants, qui se voient aujourd'hui attribuer au mieux des ASMR de niveau 4, faute de données suffisantes. Cette cotation d'attente ne leur permet pas d'engager les discussions avec les CEPS dans les meilleures conditions, ni d'envisager l'inscription sur la liste en sus. Ce sujet nous renvoie également à l'utilisation des données en vie réelle ou en conditions réelles d'utilisation, sur laquelle nous souhaitons que l'administration puisse avancer compte tenu de l'ouverture des bases de données. Sur le projet de règlement européen important sur le Health Technology Assessment, le calendrier est moins serré, mais nous continuons à appeler cette réforme de nos vœux. En effet, ce dispositif permettra une simplification au travers de la mise en place d'une approche commune de l'évaluation en termes d'efficacité clinique pour l'ensemble des États membres, en laissant chaque État conserver la maîtrise de la quantification de l'apport thérapeutique, de la définition de la population cible éligible au remboursement ou de la fixation des prix qui resteront bien entendu de la compétence nationale. 4e défi pour 2019, la politique conventionnelle et la négociation d'un nouvel accord cadre.
L'année 2018 s'est terminée avec la prorogation de l'accord cadre pour 1 an. Nous avons en effet convenu avec notre partenaire conventionnel, le CEPS, qu'il fallait prendre du temps pour tirer toutes les conséquences du CSIS au plan conventionnel, qu'il s'agisse de la réduction des délais, de l'impact des nouveaux modes de régulation et de la croissance du marché, mais aussi d'attendre la réforme programmée dont je viens de vous parler, des critères de l'évaluation des médicaments par la HAS, car l'accord cadre est, vous le savez, fortement adossé à cette évaluation. Je veux ici rappeler l'attachement d'ULEM et de ses entreprises adhérentes à la politique conventionnelle, mais en même temps, nos inquiétudes sur sa fragilisation au cours des dernières années. L'ampleur des économies demandées à notre secteur par les LFSS successives et les orientations ministérielles ont porté atteinte à l'esprit et à la lettre de l'accord cadre. Concernant la négociation d'un nouvel accord, les sujets seront nombreux à traiter, en commençant par la nécessité de tirer les conclusions de la réforme de l'évaluation sur la modalité de fixation des prix. Nous devrons également intégrer au plan conventionnel l'arrivée de cette vague d'innovation dont je vous ai parlé, association de traitement, médicaments de thérapie innovantes, utilisation des données de vie réelle. Nous devrons également aborder les innovations conditionnelles qui, je vous le rappelle, sont actuellement au mieux classées en ASMR de niveau 4. Il faudra trouver avec le CEPS, c'est important, les moyens de mieux prendre en compte les enjeux industriels dans la politique conventionnelle. Les questions de cohérence seront donc, une fois de plus, au cœur de 2019. Enfin, le PLFSS pour 2020 interviendra pendant la renégociation de cet accord cadre et sera donc crucial. Nous mesurerons alors si le gouvernement se donne les moyens de simplifier et d'accélérer l'accès des patients à ces nouvelles solutions thérapeutiques et s'il souhaite que la France reste attractive et compétitive dans un secteur d'activité industrielle à très haute valeur ajoutée, depuis la recherche jusqu'à la production. Nous en appelons donc à ce que la volonté politique telle qu'exprimée lors du CSIS s'impose face aux tentations de régulation technocratique pour refonder une politique de médicaments partenariale et ambitieuse. Je souhaite conclure en vous faisant part de ma détermination pour relever ces défis et pour conduire ces 3 chantiers prioritaires. L'accès des patients à l'innovation et au progrès thérapeutique pour faire reculer la maladie. La reconquête industrielle qui passe par une politique de croissance et d'attractivité. Et enfin, l'amélioration de l'image et de la réputation de notre secteur. Le CSIS de juillet dernier a suscité beaucoup d'espoir. Le discours volontariste et engagé du Premier ministre a replacé la France dans la compétition internationale. Il a redonné corps à l'image d'une France accueillante pour l'innovation. Mais il reste encore bien du chemin à parcourir pour que la réalité que vivent nos entreprises soit à la hauteur des discours qu'elles entendent. Ce sera donc tout l'enjeu pour cette année 2019. Je porte la conviction que nous atteindrons cet objectif qu'en travaillant tous ensemble, industriels, pouvoirs publics, professionnels de santé et patients. Parce qu'à l'arrivée, nous poursuivons tous le même but, bâtir le meilleur système de santé dans l'intérêt des patients. Cela passe aussi par une industrie forte et par une France qui parle haut et fort dans un contexte européen et international complexe. Mesdames, Messieurs, mon vœu très concret pour les patients français en 2019, que les 84 produits et nouvelles indications qui ont été approuvés en 2018 par l'EMA soient disponibles dans les meilleurs délais. Je vous remercie.